temporelle, spatiale, etc. D'accord? Donc, c'est une logique assez vaste. Alors là, c'est un exemple dans lequel on utilise la logique modale associée à la logique d'ordre A. Par exemple, là, je dis que le coronavirus est un fléau mondial. Donc là, on représente cet énoncé en utilisant la logique des prédicats, la logique d'ordre A. Donc, on va mettre ici le prédicat état, OK, avec lequel on va lui associer donc deux paramètres. Donc, le coronavirus qui est une constante et fléau mondial. Yes, donc c'est une instance de termes. Donc, on associe les deux termes avec un prédicat. Donc là, on n'a pas besoin effectivement de modalité. Alors, cet énoncé qui est représenté en logique d'ordre A, on peut lui associer justement des modalités. Par exemple, si je dis que je vais commencer par l'énoncé C qui est plus simple. Je dis que les Français savent que le coronavirus est un fléau mondial. Donc là, le savoir, c'est des connaissances épistémiques. Alors là, ça porte, d'abord, c'est qui sait? Donc c'est la modalité de savoir, yes. OK, donc là, c'est la modalité savoir. Les agents, bien les éléments en fait qui savent, donc c'est les Français, donc ce sont les agents de la modalité savoir. Ils savent quoi? Donc on va dire donc l'argument de ce savoir-là, c'est la proposition, d'accord? Enfin, c'est pas la proposition, le prédicat comme quoi le coronavirus est un fléau mondial. Donc, on va représenter cette phrase-là par la modalité savoir, c'est que les agents, c'est les Français, pardon, et l'argument de ce savoir, c'est le prédicat instancié, d'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on pourrait représenter cet énoncé-là. L'énoncé A, alors l'énoncé, plutôt la modalité peut être niée. Par exemple, ici, si on veut spécifier que les Italiens ne croient pas, donc là, on nie la croyance. La croyance, c'est des connaissances donc doxastiques, yes. Donc, les Italiens ne croient pas que les Chinois maîtrisent le coronavirus. Donc là, au fait, on représente donc la négation de la modalité, telle que les agents, ce sont les Italiens. Et l'argument, ça va porter sur quoi? Ben, ça va porter sur, on va le représenter par la logique des prédicats. Yes, on va utiliser donc le prédicat maîtrisé avec les éléments chinois et coronavirus, avec deux constantes. Yes, ça marche. Et aussi, on peut bien entendu nier l'argument également. Donc là, c'est les vouloirs, c'est les connaissances intentionnelles pour dire que les Chinois veulent que le coronavirus ne soit pas un fléau mondial. Yes. Donc, en fait, donc là, on nie, donc c'est les vouloirs, c'est les connaissances donc intentionnelles. Les agents, c'est les Chinois. Et l'argument, c'est la négation justement de ça. Donc, l'argument de A. Est-ce qu'on a, plutôt l'argument, c'est l'énoncé, c'est la négation de l'énoncé A. Voilà. Est-ce que ça va? Et bien sûr, on avait dit qu'on pouvait imbriquer. Par exemple, on peut dire que les Chinois, plutôt les Français savent que les Chinois ne veulent pas, etc. Donc, on avait dit combiner les modalités. Bien sûr, le nombre d'imbrications, pas le nombre, on va dire la profondeur d'imbrication, elle est limitée par rapport à comment est-ce que l'homme, en fait, arrive à comprendre, d'accord? Parce qu'on peut imbriquer, mais à certains moments, comme je vous l'ai dit, on perd le fil. Donc, ça dépend de l'étude de l'humain. Est-ce que ça marche? Donc là, c'est assez simple. Rajouter des obligations, c'est les connaissances, etc., etc. Ça va par rapport à ça? Est-ce que vous m'entendez d'abord? OK. OK, ça marche. Donc là, c'était l'exercice qui est assez simple pour un peu spécifier. Alors, pour les temporels, la connaissance temporelle, on va prendre alors l'exercice suivant. Voilà, celui-ci. Alors, on avait dit que le modèle modal pouvait être interprété comme étant un modèle temporel. Comment? C'est-à-dire qu'on interprète, d'abord, c'est quoi un modèle modal? On avait dit un modèle modal est un triplet
composé d'un ensemble, donc on va prendre l'ensemble, un modèle classique, puis on va revenir sur ce modèle temporel. Yes. Alors, selon Crypt, donc la sémantique associée au modèle de Crypt, donc c'est un modèle modal donc, qui est spécifié par un triplet, WRV, tel que W c'est constitué par l'ensemble de mondes possibles, R étant une relation d'accessibilité qui relie, donc c'est une relation binaire, hein, qui relie deux mondes entre eux, et V, on associe à chaque symbole non logique les mondes dans lesquels ce symbole est vérifié. D'accord? Alors, ce modèle modal, on peut l'interpréter comme étant un modèle temporel, ça veut dire que la relation d'accessibilité, elle va prendre un sens temporel. Donc, si j'ai, donc d'abord, les mondes, ça va être des instants, donc ça va se référer à des périodes donc, du temps. D'accord? Donc, l'unité de mesure, tout dépend de ce dont on dispose. Et une relation, donc la relation d'accessibilité devient une relation temporelle. Donc, ici, j'ai par exemple T2 RT4, ça signifie que T4 est un futur par rapport à T2 ou que T2 est un passé par rapport à T4. D'accord? OK? OK? Et bien évidemment, on aura la possibilité donc de. Alors, associé à ce modèle, on peut donc spécifier deux actions. C'est-à-dire que le possible, alors on avait dit qu'en logique modale, il y a les deux symboles analytiques nécessaires. Donc, on va avoir des interprétations par rapport au passé et par rapport au futur, d'accord? Donc là, le possible par rapport au futur, c'est un futur, c'est F, et par rapport au passé, c'est un passé, c'est symbolisé par l'action P. Et pour le futur, pour le nécessaire, donc tous les futurs, c'est par G, et tous les passés, c'est H. Donc, on dispose ainsi de deux couples FG et HP pour représenter les couples alétiques, donc du symbole alétique, le nécessaire et le possible, dans le futur et dans le passé. Donc, on avait dit que dans ce modèle-là, le présent n'existe pas. Yes, ça marche. D'accord. D'ailleurs, dans cet état, par exemple, on a un état initial et on a un état final. Yes. Après, ça dépend des modèles. Donc, il y a des. Je ne sais pas si on a fait. Est-ce qu'on a fait l'exercice où il n'y a pas d'état initial? Je pense qu'on l'a fait ou pas. Bon, on va continuer celui-ci, puis on va voir. Yes. D'accord. OK. Donc, on fait cet exercice-là, puis on va voir les autres. Alors, alors, on vous dit, au fait, est-ce que dans le modèle intemporel M, celui-ci défini comme suit, dans le temps, donc dans l'espace, si on veut temporel T1, yes, celui-ci, est-ce que G de nom A et nom B est vrai ou pas? OK? Donc, G, ça correspond à tous les futurs. Donc, ça veut dire, est-ce que dans tous les futurs de T1, la formule nom A et nom B est vérifiée? Yes. Donc, on voit que dans le modèle T1, il n'y a que T5 qui est le futur de T1. Yes or no? Donc, T5 étant le seul futur de T1. Yes. Comme dans T5, A est vrai. Vu que A est vrai, donc non A est faux. Donc, automatiquement, non A et non B est faux. Donc, dans le seul futur de T1, on a non A et non B est faux. Donc, G de non A et non B est faux en T5. Donc, on va dire que non A et non B est faux en T5 et que T1 RT5, d'où G de non A ou non B est faux en T1. Ça marche? Alors, quand on dit faux et vrai, aussi bien dans un modèle modal classique ou un modèle modal temporel, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. On va dire qu'une formule, elle est vraie dans un monde modal ou bien par rapport à un instant temporel, si on est dans un modèle comme celui-ci qui fait référence au temps. D'accord? Donc, dans l'absolu, une formule ne peut pas être vraie ou fausse. Par exemple, c'est vrai, de façon dans le temps, c'est clair qu'il y a des. Par exemple, si on prend. Il y a des siècles où, par exemple, dans les passés, l'ordinateur n'existait pas, d'accord? Après, maintenant, il existe. Donc, c'est clair que dans le temps, on voit bien cette notion des choses qui étaient vraies, qui ne le sont pas, etc. Donc, il y a des pays, par exemple, qui étaient colonisés par le passé, et après, ils ne le sont plus, etc. D'accord? Donc, on voit cette notion donc, de formules qui sont vraies, tout change. Tout
t'ai dit. Yes. Donc, il y a des choses qui sont vraies dans le film, des choses qui sont futures. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de question, alors on continue. Donc là, c'est simple. Maintenant, par rapport à toi, alors là, on va classer en T3, donc dans le temporal T3, est-ce que H de F de nom B ou pas? Alors, ça signifie quoi H? H est passé. Ça signifie, est-ce que donc, je vais combiner, on a dit quand on combine les opérateurs logiques, on commence de l'opérateur le plus externe. Yes, donc on prend le H. Est-ce que H qui signifie tous les passés, est-ce que tous les passés de T1, donc tous les passés de T1, ils admettent au moins un futur tel que nom B est vrai? Est-ce que dans un futur de tous les passés de T1, nom B est vrai? Ça, c'est en français par rapport à cette formule. Alors d'abord, T3, d'abord on va considérer tous les passés de T3 parce que H, c'est tous les passés, hein, c'est nécessaire du passé. Alors si je prends l'instant T3, vous voyez bien que T3, il a deux passés, yes ou no? Donc T2 et T4 sont les deux passés, les seuls passés donc, de T3. Là, donc ça veut dire que là, j'ai considéré l'opérateur H. Maintenant, je m'intéresse au F. Est-ce qu'il y a, pour chaque passé, est-ce qu'ils ont un futur dans lesquels nom B est vérifié? Donc, on avait dit que T2 et T4 sont les seuls passés de T3. Donc, je vais commencer par T2. Est-ce que T2 admet au moins un passé dans lequel nom B est vrai? Ben, c'est lui-même, hein, parce qu'un passé, un futur d'un passé, on revient à lui-même et un futur, pas tous les futurs. Donc, on voit bien que dans T2, on va dire que F de nom B est vrai en T2, puisque nom B est vrai en T3 et GT2 R T3. Yes. T3 est bel et bien un futur de T2. Donc, F de nom B est vrai en T2, il n'y a pas de souci. Maintenant, T4, ben, c'est la même chose. Hein? Yes. On voit bien que idem, T3 est aussi un futur de T4, puisque T4 est un passé. Yes. Donc, du coup, nom B étant vrai en T3, GT4, RT3, donc nom B est vrai. Donc, dans T2, F de nom B est vrai. En T4, F de nom B est vrai. T2, T4 étant les seuls passés donc, de T3, F de nom B est vrai. Ça marche? Donc, tout simplement, on applique les règles donc, associées aux axiomes, aux couples d'axiomes FG et HP. Est-ce que c'est d'accord? D'accord. Vous pouvez poser des questions aussi en utilisant la messagerie yes ou non. OK. De la même manière, hein, l'application, oui, oui. Non, parce que non, non. Le F, c'est un futur, pas forcément lui. D'accord, j'aurais pu, bon, c'est vrai que tu peux tomber sur le même, mais bon, c'est un futur de tous les passés. C'est pas tous les futurs de. Oui, peut-être que sémantiquement, ça n'a pas, ça revient comme une boucle. Mais là, d'une manière générale, hein, on aurait pu combiner tous les futurs. À ce moment, ça aurait donné, on aurait pu combiner H avec G. Hein. À ce moment-là, ça serait un état, mais il faut vérifier les autres états. Vous comprenez? Mais c'est pas un problème. Là, c'est juste, on parle pas de la sémantique de la chose. C'est juste un peu pour comprendre que représente, comment on peut combiner, etc. Mais c'est vrai que dans la réalité, ça revient au même. Enfin, mais là, c'est un futur de tous les passés. C'est pas tous les futurs, mais vous comprenez. Donc, on peut trouver autre chose. Hein. Vous spécifiez. C'est comme tu dis un futur d'un passé. Hein. Un futur d'un passé, c'est pas forcément le même état. Vous comprenez? Ou bien d'un passé d'un futur. Est-ce que vous spécifiez? Vous comprenez? Il y a des nuances. Hein. D'accord? Voilà. Après, c'est la même chose. Maintenant, la sémantique. Oui, oui. Il y a une question. Après, là, après, on a au fait les sémantiques associées à l'implication
ou la conjonction, la négation, donc c'est la sémantique qu'on connaît classique de l'implication. Alors là, c'est est-ce que dans T2, là, c'est la négation. Là, on vous dit que là, c'est une convention, voilà. Alors, alors là, cette notation, ça veut dire est-ce que dans l'instant X du temporel M, non B est vrai. Pour qu'il soit vrai, c'est la négation au fait de non, c'est non de M de X de B. Donc, on va voir si si au fait X est vrai dans plutôt, si la formule, pardon, est vraie dans l'instant temporel X du modèle M, alors sa négation, elle est fausse, sinon c'est la négation. Donc là, on va voir est-ce que F de A implique B est vrai en T2. Alors, en T2, alors le T2, c'est ici. Alors, en T2, est-ce que A implique B dans un futur? Alors, F, c'est un futur. Est-ce qu'il y a un futur de T2 dans lequel A implique B est vrai? Alors, on le voit ici. Alors, A implique B, ça équivaut à non A ou B, yes. OK? Donc, on voit bien ici que dans T4 étant un futur de T2, dans T4, A implique B est vrai. Yes. Donc, on va dire que F de A implique B est vrai en T2. D'accord? Donc, du coup, C est fausse. Tout le monde est d'accord? OK. Donc là, c'est exactement la même histoire qui se répète. Alors maintenant, c'est... Madame, s'il vous par plaît, vous contre, pouvez là, c'est une répéter? erreur, c'est pas G2, non F, hein, ça c'est une erreur. Madame, C, oui. Est-ce que oui, vous pouvez répéter C? OK. Alors, on répète C. Alors, voilà. Alors, C, ça veut dire on va à T2. Et est-ce que dans un futur, en fait, là, c'est une question. Donc, si L de A implique B est vrai, alors C serait fausse. A, B est faux dans T2, alors serait vrai. D'accord? Donc, on avait dit si je prends T2, je prends un futur, yes, même en T2 implique B, parce que A étant nettoyé, l'applique elle est B. Même le faux implique le faux, il n'y a pas de souci, A n'est pas vrai. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave, c'est pas G, c'est juste un F. Donc, on voit que dans T1, B est vrai. Comme dans T4, futur par rapport à T2. Donc, si je reviens à T2, je vais dire que F de implique B est vrai en T2. D'abord, en T4, tout le monde est d'accord. Implique A implique B est vrai en T4. Et par rapport à T2, donc je vais dire que F de A implique B étant vrai en T2. Donc, C serait fausse. C'est la négation de C. D'accord? Yes. Oui, madame, c'est clair. OK. Est-ce que c'est d'accord? Le qui a posé la... OK, c'est clair. Alors, il y a une erreur ici. Bon, c'est pas grave. Négation là, on va pas le mettre. Donc, est-ce que dans T5, j'ai le F de D, etc. Alors, comme on l'a... Si vous prenez comme on l'a vu dans le classique, T5 étant mal, si d'accord? Pour le cas de n'importe quelle formule nécessaire de F, est vrai. Et comme on l'a vu, je pense, on avait dit que oui, on avait dit que le nécessaire implique le possible était un axiome lorsque était S, relation sérielle, c'est que chaque futur a au moins un futur. Okay. Donc ça, c'est une relation qui n'est pas sérielle. Néanmoins, on a elle n'est pas sérielle parce qu'on a T5, il n'a pas de futur. C'est-à-dire que T5 est un instant max. En termes d'instant, yes, on va dire que est un instant min et que T5 est un instant max. À ce moment-là, comme T5 est un instant max, donc quelle que soit la formule,
tout est vrai. Puisqu'il n'admet aucun futur, donc G de n'importe quelle formule étant vrai, donc certainement D est vrai. Yes. Par contre, si je prends le future, F de n'importe quelle autre formule serait fausse, parce que pour que le F d'une formule soit vrai, il faut qu'elle soit vraie au moins dans un monde. Au moins. Yes. Donc, un peu, ça, c'est l'histoire donc des états puis, si on veut. Est-ce que c'est d'accord? Ça marche pour l'exercice Ça va? Oui, madame, ça va. OK. Est-ce qu'on a fait l'exercice 1? On ne l'a pas fait, je pense. Si? Non. Non, pas encore. OK. On va faire le 1. On va faire le 1 et le 2 après. Alors, la relation, quand la relation donc d'accessibilité devient une relation temporelle, automatiquement, elle va hériter de la propriété de l'antisymétrie. Effectivement, si j'ai deux instants, d'accord, si j'ai WR, W', si ça correspond à des instants, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas avoir W', R, W. D'accord? Si vous prenez deux instants, c'est l'un qui présente l'autre, mais si T1 est avant T2, automatiquement, on ne pourra pas dire que T2 serait avant T1. D'accord? Donc, la relation temporelle est anti-symétrique. Yes? Alors, on vous demande d'exprimer ça en utilisant les deux possibilités. C'est quoi les deux possibilités? C'est soit en termes de modèle ou encore en utilisant les actions. Quand on parle de termes de modèle, c'est utiliser donc la notation, si vous voulez, graphique. Et en termes d'action, c'est utiliser les couples HP et GF. Yes? OK? Alors, une relation symétrique, c'est une relation classique binaire. Une relation dite antisymétrique, si quel que soit W appartenant à grand W, si j'ai W primaire W, ça ne peut être le même état. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux cas dans lesquels j'ai W, R, W' et W'. D'accord? OK? Ou bien si j'ai W', c'est que je n'aurais pas à avoir W', R, W. Voilà une manière de retenir symétrie de la relation donc, temporelle avec la théorie des modèles. Donc là, c'est classique, ce n'est pas propre à la logique modale, c'est la relation antisymétrique. C'est la propriété, pardon, d'antisymétrie d'une relation classique binaire. Yes, elle s'applique bien évidemment au temps. D'accord? Alors, ce qui est nouveau pour nous, c'est d'utiliser justement le couple, voilà, les couples GH, GF et HP. Yes. Au fait, l'antisymétrie, il n'y a pas une manière spécifique pour spécifier, pour préciser, pour modéliser en bas ça, la propriété d'antisymétrie, proprement dit. Et il y a des axiomes qui le passé et le futur. Des axiomes qui relient le passé et le futur comme suit. Je prends des noms bien spécifiques. Voilà, suivez. Donc, arrive une formule en un instant temporel. D'accord? C'est-à-dire, cet instant. Alors, est-ce que vous m'entendez d'abord? Alors, j'ai au lieu de 6,
G au lieu de F, dans le futur. Est-ce que. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde ne m'entend pas bien ou est-ce spécifiquement? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend? Si, madame, on vous entend, mais parfois ça se coupe, je suis. Bon, j'espère que ça ira. Alors, on continue avec l'exercice 1. Voilà. Donc, si un événement est une proposition normale qui s'est produit en un instant bien spécifique, compire de futur possible de cet instant-là. On va dire que par rapport à tous les futurs, par rapport à tous les futurs possibles donc, de cet instant-là, on va dire que A a eu au moins un passé, d'accord? Il faut suivre. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'aurais eu bien spécifique. Donc, on peut dire les futurs possibles de cet instant que A signifie A a eu lieu dans le passé. Est-ce que par rapport à est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça va? Ayez l'amabilité de continuer devant. مدام ساسكوبا ما ناش نسمعوا بيها. Alors, il y a des gens, ça c'est d'autres qui disent qu'on entend bien. Alors, on entend bien, oui ou non? Est-ce que ça va mieux maintenant? Voilà. C'est mieux. Vous entendez mieux comme ça, non? Ça va, ça se passe mieux? Mieux? Oui, oui, madame. Ça marche. Alors, on continue. Alors, on va continuer. Voilà. Donc, on répète. Donc, si on a une proposition quelconque qui est vraie en un instant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais dire dans tous les futurs possibles de cet instant-là? Qu'il y a au moins un passé où A est vrai. D'accord? Je vais reprendre l'enregistrement. Donc, 1. Donc, on avait dit que l'antisymétrie, on pouvait le représenter d'une manière simple avec la théorie des modèles, mais que si on passait par, en utilisant les axiomes, les couples d'axiomes, donc HP, GF, que c'était plus compliqué à faire. Alors, une manière, donc, c'est un peu d'utiliser la relation entre le passé et le présent pour représenter cette antisymétrie. Voilà. Voilà. Donc, on va dire que si A est vrai en un instant, alors dans tous les futurs possibles,
on pourra dire qu'il y a au moins un passé où A est vrai. Donc, P de A serait vrai dans tous les futurs possibles de A. Pardon, pas de A. Où A est vrai, à l'instant où A est vrai. Donc, si je reviens à cet instant-là, je vais dire que G de P de A est vrai. Vu que P de A est vrai dans tous les futurs possibles de cet instant-là, donc GP de A serait vrai. Donc, à chaque fois qu'on a A vrai, A implique GP de A. D'accord? C'est un peu cette histoire de passé et de futur. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette première implication? Oui, c'est bon. Sémantiquement, oui. Voilà. Donc, on va dire A implique, on pourra ainsi dire que A implique JP de A. Et si je prends la symétrie, si je veux considérer maintenant le sens inverse, d'accord? Voilà. Sauf qu'ici, bien évidemment, les flèches sont dans le mauvais sens ici, hein? D'accord? Voilà. Le curseur est dans ce sens-là. Si A est vrai à cet instant-là, d'accord? Est-ce qu'on voit? S. Maintenant, les flèches, il faut les considérer dans l'autre sens, sinon ça ne marche pas. D'accord? Donc, si j'ai considéré tous les futurs possibles, enfin, dans ça, donc je vais dire que si A est vrai, d'accord? Donc, dans ces instants-là, je vais dire que F de A serait vrai, c'est-à-dire que A est vrai dans au moins un futur. Alors, ces flèches, il y a une erreur. Les flèches sont dans l'autre sens. Hein? Ça marche, donc je vais rectifier, je vais vous envoyer la bonne version. D'accord? Donc, F de A serait vrai dans tous ces éléments-là qui sont constitués justement, qui sont considérés comme des passés par rapport à ça. Et si je reviens ici, je vais avoir dans tous les passés de cet instant-là, F de A serait vrai, donc H de F de A serait vrai. Donc A implique HF de A. Si on veut, c'est exactement la symétrie, le cas asymétrique de tout à l'heure. Donc, ainsi, on va avoir, pour relier le passé et le présent, on n'a qu'uniquement ces deux implications. A implique GP de A et A implique HF de A. Donc, c'est uniquement avec ces deux paires qu'on arrive un peu à relier le passé et le futur, mais ce n'est pas des propriétés propres à l'antisymétrie de la relation temporelle. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a compris? D'accord? Alors après, comme on avait dit la dernière fois, on en a parlé, est-ce que le temps a une origine? Alors le temps a une origine, c'est comme est-ce qu'il y a un temps maximal, un temps minimal? Bon là, c'est des théories, chacun, comment est-ce qu'il défend cette théorie. Si on veut spécifier que le temps a une origine, ça signifie quoi que le temps a une origine? On va essayer de le faire toujours en utilisant l'axiomatisation et en utilisant la théorie des modèles. On va commencer par la théorie des modèles. Dire que le temps a une origine signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un instant W0, T0, qui lui, au fait, est avant tous les autres états. Yes, c'est l'état initial, si on veut. D'accord? Donc, il existe W0 tel que quels que soient tous les autres états, les états temporels, si on veut, tels que ces états-là sont différents de l'état 0, on a toujours W0 se trouve avant W, c'est-à-dire que W0 est avant tous les autres temps. Si cet instant-là est avant tous les autres, yes, donc il existe quel que soit. Donc ça signifie que c'est l'instant initial. Est-ce qu'on a compris cette première partie? Est-ce que c'est compris par rapport à ça? Alors, comment est-ce qu'on le démontre? Vous parlez de ça? Non. C'est une propriété au fait, c'est pas, on ne le démontre pas, c'est-à-dire on représente plutôt, c'est pas qu'on le démontre, hein. C'est une représentation de cette propriété-là. En fait, c'est pas une propriété, c'est-à-dire que quand on parle du temps, il y a plusieurs théories, ça dépend comment est-ce que les gens modélisent l'axe temporel, si on veut, d'accord? Donc, pour représenter qu'il y a un état initial, c'est-à-dire qu'il y a un W0, il existe un W0 qui est ultérieur à tous les autres, qui est avant tous les autres temps. Donc, ce W0, ça va être l'état initial. Donc, il existe W0 tel que quel que soit W, j'ai la relation W0 inférieure à W. D'accord?
Est-ce que ça va par rapport à la théorie des modèles? Ça marche? Alors maintenant, en utilisant les actions, en fait, c'est plus simple d'utiliser les théories des modèles que les actions. Pour la théorie des actions, ça signifie comment est-ce qu'on pourrait le représenter? Voilà. On a au fait deux possibilités. Pour représenter que ce T0 est un temps initial, ça veut dire quoi au fait en français? Ça veut dire qu'il n'admet aucun passé. D'accord? Donc ça signifie qu'il n'admet aucun passé pour dire que donc, tous les passés de cet instant-là, au fait, ils n'existent pas en quelque sorte. Oui ou non? D'accord? Alors, l'action pour représenter tous les passés, c'est H. Donc, pour dire que T0 n'a aucun passé, donc on va nier l'existence de tous les passés possibles de cet instant-là. On va le représenter par H de faux, le faux. D'accord? Et ceci ne suffit pas pour dire que si éventuellement il y a un autre temps avant celui-ci, alors cet instant-là va devenir l'instant initial. C'est-à-dire qu'il y a toujours un T0 initial. D'accord? Donc, si soit c'est l'instant initial, ce T0, dans l'autre cas, d'accord, si on veut, il y a un instant avant celui-ci, d'accord, ça veut dire que, comment est-ce qu'on va dire à cet instant-là, il y a un passé qui devient l'état initial, qui va vérifier le H de faux. Donc, je vais me retrouver ici avec PH de faux. Donc, pour représenter que, en théorie, donc en utilisant l'axiomatisation pour montrer qu'il y a le temps admet un instant initial, ça va être sous cette forme-là, soit chez H de faux, ça veut dire c'est cet instant-là qui est l'état initial, ou encore, si il y a un autre, alors c'est l'autre qui devient l'état initial, et l'autre devient un passé à celui-ci, ou un passé de l'état initial, il va vérifier donc le pH de faux. Donc voilà comment on peut représenter qu'il y a un instant minimal. Est-ce que ça va par rapport à ça en utilisant l'axiomatisation? Est-ce que ça va? Ça marche? Oui? OK. Bien sûr, là, c'est des propriétés. Donc, on peut aussi, s'il y a quelqu'un qui... On peut aussi essayer de démontrer qu'il n'y a pas d'instant maximal, ou bien minimal, etc. Alors, un total entre les futurs, on l'a déjà spécifié, je pense. Hein. Ça, on l'a fait. Alors, kiff, hein, voilà. Aussi, donc on peut paradoxalement dire qu'il n'y a pas d'instant minimal. Ça veut dire, comment est-ce qu'en français, on pourra représenter qu'il n'y a pas d'instant minimal? Ça veut dire tous les passés, au moins un passé, yes or no? D'accord? Donc, on va le représenter comme suit. H de A implique P de A. D'accord? H de A, c'est tous les passés. Et P de A, c'est un passé. D'accord? Pour dire qu'il n'y a pas d'instant min, c'est le contraire de la propriété qui disait que le temps a une origine. C'est exactement le contraire. D'accord? Pour dire que le temps, il n'existe pas d'instant minima, ça veut dire que tous les passés ont au moins un passé. Donc, H de A implique P de A. Et idem, hein, pour dire qu'il n'y a pas d'instant max, c'est un peu dans le temps de la relation sérielle. C'est-à-dire chaque futur a un futur. Et chaque état a un futur. Donc, il n'y a pas d'instant max. Yes? D'accord? À ce moment-là, ça veut dire que tous les futurs ont un futur. Tous les futurs chez G de A impliquent F de A. Est-ce que ça va avec ces deux notions? Après, là, c'est juste un peu d'utilisation. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les actions pour représenter des propriétés, enfin des connaissances temporelles, etc. Est-ce que ça va par rapport à instant max et instant min? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un TD, donc vous êtes censé participer, enfin, vous êtes censé le faire vous-même. Hein? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Réagissez au moins. C'est clair. Eh bien, tant mieux.
Si c'est clair, c'est tant mieux. Donc là, c'était l'instant. Donc, on a déjà fait cet exercice. Alors, là, c'est intéressant parce que là, vous vous rappelez, quand on avait présenté donc, la partie axiomatisation, on avait dit que, mis à part donc l'axiome A6 qui était un axiome quel que soit le système K, donc ça composait le système minimal K, que après que les formules devenaient des axiomes à condition que la relation d'accessibilité ait certaines propriétés. D'accord? Donc justement, c'est ce qu'on va faire ici. Donc ça dépend en fait du type de propriété de relation pour montrer qu'une relation était, qu'une formule pardon, était vraie ou pas. D'accord? Ça marche? Alors, là, c'était, est-ce que la première partie, c'est montrer que la formule A implique nécessaire du possible de A est une tautologie si la relation est symétrique. Donc, c'est clair que dans une relation temporelle, on ne peut pas avoir ça. D'accord. D'accord, donc là, ça ne s'applique pas, bien évidemment, aux relations si on est dans un modèle temporel. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on montre ce genre que cette formule est une tautologie à condition que la relation soit symétrique? Ben, on le fait en deux temps. En premier temps, on va supposer qu'on dispose d'une relation qui est symétrique. Yes, parce qu'il s'agit d'une implication. Est-ce que on va montrer que si la relation est symétrique, si A est vrai dans un monde d'un modèle, automatiquement, je vais montrer que le nécessaire du possible de A serait vrai dans ce même modèle. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on va faire l'inverse. On va dire, on est dans un contexte où la relation, elle n'est pas symétrique, pour montrer que là, c'est une condition nécessaire pour que cette formule soit une tautologie. Donc, on va partir d'une relation non symétrique et en supposant que cette formule est une tautologie, c'est-à-dire qu'elle est vraie dans tout monde, tout modèle. Yes? Et on doit trouver un contre-exemple. Quand est-ce que l'implication, elle est fausse? Pour que l'implication soit fausse, il faut que la première partie de l'implication soit vraie et que la deuxième, elle est fausse. Donc, on va choisir un contre-exemple, un monde d'un modèle dans lequel A est vrai dans ce monde du modèle et que le nécessaire du possible de A n'est pas vrai dans ce même monde, avec une relation bien évidemment non symétrique, pour montrer que la symétrie de la relation est nécessaire pour que cette formule soit une tautologie. Est-ce qu'on a compris la philosophie de la démonstration? Est-ce que ça va? Ok, ben, tant mieux. Alors, on continue, on va le faire. Donc, la première étape, c'est supposer qu'on dispose d'une relation symétrique, d'accord? Et que dans cette relation symétrique, A est vrai dans un monde d'un modèle, et on va arriver à démontrer que le nécessaire du possible de A est vrai dans ce même monde de ce modèle-là. D'accord? Ça marche? Alors, on définit d'abord qu'est-ce qu'une relation symétrique. Une relation est dite symétrique si j'ai quel que soit W' appartenant à grand W. Si j'ai W, RW', ceci implique que j'ai W', RW. Ça, c'est la définition basique d'une relation symétrique. D'accord? Ça marche? Donc, je dispose d'une relation symétrique. Voilà. La voici. Et j'ai A qui est vrai dans un monde W du modèle. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai une relation symétrique et si A est vrai en un monde du modèle, donc voilà, si A est vrai en W, alors je vais dire quoi? Alors, pour tout W' accessible depuis W, c'est clair que je vais dire le possible de A est vrai, puisque A est vrai, au fait, dans un monde. Pour que le possible de A soit vrai, il faut que A soit vrai dans au moins un monde accessible. Pourquoi? Parce que la relation est symétrique, yes? Donc, si A est vrai en W,
Si GW, RW', donc comme la relation est symétrique, c'est clair que GW', RW. Dans ce cas-là, A serait au fait, plutôt W serait accessible à partir de W' ou A est vrai. Donc le possible de A serait vrai ici. D'accord? Et le possible de A serait vrai dans tout, au fait, dans tous les états pour lesquels GW, RW'. Donc si je reviens ici, donc dans tous les états dans lesquels, au fait, qui sont reliés avec W, tous les W' tels que GW, RW', je vais dire que possible de A est vrai, puisque j'aurai W', RW. Donc, si je reviens ici, donc le nécessaire du possible de A serait vrai en W. Du coup, si la relation est symétrique, A implique nécessaire du possible de A et c'est vrai. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à cette première partie? Pour dire qu'avec une relation symétrique, si A est vrai, alors nécessaire du possible de A. Si A est vrai dans un monde, alors le nécessaire du possible de A serait vrai dans ce même monde, hein, bien évidemment, dans ce même monde. Est-ce que c'est d'accord? C'est clair. Ça marche? Alors, la deuxième partie, pour montrer que la symétrie de la relation est une condition nécessaire pour que cette formule soit une tautologie, c'est qu'on va supposer, donc la réciproque, voilà, on va supposer que cette formule A implique nécessaire du possible de A est une tautologie, donc une formule est une tautologie si elle est vraie en tout monde de tout modèle. D'accord? D'accord? Donc, on va supposer que A implique nécessaire du possible de A est vrai dans tous les mondes de tous les modèles, mais qu'on est en présence d'une relation non symétrique. Là, c'est pour montrer la nécessité de la propriété de symétrie, pour montrer que cette formule est une tautologie. D'accord? OK? Ça signifie quoi? Donc, une relation est non symétrique, ça veut dire qu'il y a au moins un couple de mondes WW', tel que GW, RW', mais je n'ai pas W', RW. Yes? C'est ça une relation non symétrique. Eh bien, le contre-exemple qu'on va choisir, on va le choisir, donc un contre-exemple tel que dans un monde W, A est vrai, yes, et le nécessaire du possible de A est faux dans ce même monde pour que l'implication soit fausse. Donc, le seul cas où l'implication est fausse, c'est lorsque le membre gauche de l'implication est vrai et le membre droit est faux. Donc, le contre-exemple, on va s'arranger à ce que l'application soit fausse avec une relation non symétrique. Il suffit de trouver un contre-exemple. Bien sûr, le contre-exemple n'étant pas unique. Hein? D'accord? Il suffit juste d'en trouver un. Ça marche? On va choisir. Donc, on avait dit qu'on a un couple, il y a au moins un couple plutôt de demande WW' tel que GW, RW', et je n'ai pas l'inverse, je n'ai pas W', RW. Le contre-exemple qu'on va choisir est le suivant. On va supposer que A n'est vrai qu'en W. Le seul monde, ça veut dire quoi? On prend un modèle modal où A est vrai uniquement dans le monde W. Yes? Donc, c'est clair que je suis dans un contexte où A est vrai en W. OK? Ça marche? Maintenant, si je prends ce fameux W', tel que GW, RW', mais je n'ai pas W', RW', puisque la relation est non symétrique. Yes? Qu'est-ce que je vais dire dans ce W'? Ce W' n'a pas accès au seul monde où A est vrai, 0 à W, puisque la relation n'est pas symétrique. D'accord? Comme à partir de W', je n'ai pas accès au seul monde où A est vrai, donc je vais dire que possible de A est faux. Yes? D'accord? C'est bien d'entendre des 8 temps à autre. Donc, quand j'ai le possible de A est faux en W', sachant que GW, RW', il est vrai, si je reviens ici, le nécessaire du possible de A est faux. Pour que le nécessaire du possible de A soit vrai en W, il faut que possible de A soit vrai dans tous les mondes accessibles. Or, j'ai un monde W' pour lesquels accessible à partir de W, dans lequel possible de A est faux. Du coup, nécessaire du possible de A est faux. Donc, j'ai trouvé un monde W, un monde dans un modèle modal où A est vrai en W et nécessaire du possible de A est faux en W en ce même monde. Donc, l'implication A implique nécessaire du possible de A est fausse. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction. Donc, pour que cette formule
soit une tautologie, il faut obligatoirement que la relation soit symétrique. Est-ce que ça marche? Donc, c'est comme ça, vous faites, vous vous rappelez des axiomes A7, A8, A9, A10. On avait dit que ces formules étaient une tautologie si la relation avait certaines propriétés. D'accord? Donc, c'est de la même manière qu'on arriverait à prouver justement ceci. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, la deuxième, donc c'est bien, enfin, on va se familiariser un peu avec cette façon donc, de démontrer dans un modèle modal qu'une formule est une tautologie à condition que la relation ait d'accessibilité une certaine propriété. Alors là, c'est un peu la distributivité du nécessaire sur la disjonction, sur le ou. D'accord? On avait dit le nécessaire de A ou B implique nécessaire de A ou nécessaire de B est une tautologie dans le cas où la relation relie chaque monde à au plus un monde. D'accord? C'est-à-dire que chaque monde, il a soit 0, monde accessible à partir de celui-ci, ou bien 1 et un seul. D'accord? Si R relie chaque monde à au plus un monde. On peut l'appliquer là, par contre, est-ce qu'on peut l'appliquer au modèle temporel? Est-ce qu'on peut appliquer cette propriété au modèle temporel? Alors, est-ce qu'on peut l'appliquer au modèle temporel? On avait dit que l'antisymétrie ne pouvait pas s'appliquer, mais est-ce qu'on peut appliquer celle-ci? Normalement, oui, madame. Voilà. Oui, ouais. Normalement, oui, à condition que la relation n'est pas sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a une fin du monde, qu'il y a un état final, yes ou non? Parce que s'il y a plus de... Au plus 1, c'est 0 ou 1, yes? Donc, le 0, c'est-à-dire qu'il n'a plus, d'accord? Maintenant, s'il n'y a pas d'instant max, si on est dans un axe de temps infini, ça ne s'appliquera pas, yes? On sera dans un cas sériel. Alors, on revient ici à cette formule dans un cas classique, d'accord? Alors, la même chose, on va supposer qu'on est dans un contexte d'une relation où chaque monde est relié à O plus 1 et que nécessaire de A ou B est vrai en ce monde. Et on va montrer que, en fait, le nécessaire de A ou nécessaire de B est vrai en ce même monde. OK? Donc, si la relation relie chaque monde à O plus 1 monde, et on suppose que le nécessaire de A ou B est vrai en W, il y a deux cas de figure. Soit W, il ne relie aucun monde, il n'est relié à aucun monde, d'accord? Donc, c'est clair, comme on l'a déjà dit, quelle que soit la formule, le nécessaire de A serait vrai. Yes. Et également nécessaire de B. Donc, le nécessaire de A et nécessaire de B, nécessaire de A ou nécessaire de B, nécessaire de A ou B. Donc, toutes ces formules-là seraient vraies, puisque c'est un état où il n'y a plus d'accessibilité. Tout le monde est d'accord? Donc, si c'est à 0 monde, quelle que soit la formule F déjà, nécessaire de F est vrai, donc a fortiori, nécessaire de A, nécessaire de B, etc. Donc, on est d'accord avec ça. OK? Donc, l'implication serait vraie si ce monde-là n'est relié à aucun autre. Par contre, le deuxième, s'il est relié à un monde unique, au plus, c'est soit 0 ou bien 1 unique. OK? Donc, on suppose que ce W-là est relié à un seul monde unique W'. OK? Maintenant, si nécessaire de A ou B est vrai en W, ça signifie quoi? Ça signifie forcément, puisque W', c'est le seul monde accessible à partir de W. Qu'est-ce que ça signifierait? Alors, si nécessaire de A ou B est vrai en W, sachant que W' est le seul monde accès de W, on va dire que A ou B est vrai forcément en W'. Yes? D'accord? Après, A ou B est vrai, c'est une disjonction. C'est soit A est vrai, soit B est vrai. Alors, si A est vrai,
Et comme W' est le seul monde accessible à partir de W, donc je vais dire que le nécessaire de A est vrai en W, par définition. Maintenant, si c'est kiff-kiff, si c'est B qui est vrai, si B est vrai en W', comme W' est le seul monde accessible à partir de W, je vais dire que nécessaire de B est vrai. Donc, du coup, si nécessaire de A ou B est vrai, alors nécessaire de A ou nécessaire de B est vrai en le monde W. Dans tous les cas, j'aurai nécessaire de A ou nécessaire de B serait vrai en W si, bien entendu, nécessaire de A ou B est vrai en ce même monde. Est-ce que ça marche? Ça marche, oui. OK. Alors, la deuxième partie, c'est pour montrer, pour que cette formule soit une tautologie, il faut absolument que la relation ait cette propriété. Donc, on va supposer que cette formule, comme tout à l'heure, est vraie en tout monde et tout modèle. Mais par contre, la relation ne respecte pas cette propriété. Elle ne respecte pas cette propriété, ça signifie quoi? Voilà. Ben, ça signifie qu'on a un couple, enfin, on a un monde qui ne respecte pas, c'est-à-dire qui est relié à au plus de 1. OK? Voilà. Donc, réciproquement, on suppose que cette formule est vraie en tout monde et tout modèle. Et il existe un monde W qui a accès à plusieurs mondes distincts, à au moins 2. D'accord? Au moins 2, à plusieurs distincts. D'accord? Kiff, on va choisir un contre-exemple. Dans le contre-exemple, comme il s'agit d'une application, le contre-exemple qu'on doit choisir doit vérifier le fait qu'on trouve un monde dans lequel le nécessaire de A ou B est vrai en ce monde et que le nécessaire de A ou nécessaire de B est vrai est faux dans ce même monde pour dire que l'application est fausse. Hein. On choisit un contre-exemple qui va justement de telle sorte à ce que cette application soit fausse pour être en contradiction avec le fait de dire que c'est vrai en tout monde et tout modèle. Donc, on va choisir, et kiff, hein, le contre-exemple n'étant pas unique, on va choisir le contre-exemple suivant parce que là, on va choisir des fonctions pour A et B puisqu'on a deux symboles non logiques, ça met en jeu, cette formule met en jeu deux symboles non logiques. On va choisir que le fait que A soit vrai uniquement en W1, donc le seul monde où A est vrai, c'est juste W1, yes, et que B est vrai dans tous les mondes, W c'est l'ensemble de tous les mondes, sauf W2, d'accord? Plutôt sauf, non, plutôt sauf, non. Là, c'est une petite erreur, je pense aussi. Voilà, pour avoir le O. Le contre-exemple qu'on va choisir, et plutôt c'est l'inverse, hein, voilà. Plutôt c'est l'inverse, c'est pas W2 ici, c'est W1. Ça veut dire là où A est vrai, B ne l'est pas et vice-versa. C'est-à-dire on va choisir que A est vrai uniquement en W1 et B est vrai partout sauf en W1. Ça, c'est encore une petite erreur qu'il va falloir corriger. D'accord? Ça marche? On a compris. On va vérifier ceci. Voilà, on va schématiser. Voilà. Voilà le modèle modal. Alors, on a choisi un modèle modal où A est vrai uniquement en W1 et que B est vrai partout, sauf en W1. Et je dois vérifier que le nécessaire de A ou B est vrai en ce monde W. Effectivement, tout le monde est d'accord que dans cet exemple-là, nécessaire de A ou B est vrai parce que là, A étant vrai, donc A ou B est vrai. Là, quand B est vrai, A ou B est vrai, donc A ou B serait vrai dans tous les mondes accessibles à partir de W, d'où nécessaire de A ou B est vrai en W. Tout le monde est d'accord? Donc, la première de l'application dans ce contre-exemple est vérifiée. Yes. Par contre, qu'en est-il de nécessaire de A? Alors, je vais dire que le nécessaire de A est faux en W. Pourquoi? Parce que A n'est vrai qu'ici. Comme j'ai WRW2, WRWN, yes, où A est faux, à ce moment-là, le nécessaire de A est faux. Kiff, que puis-je dire de nécessaire de B? Il est faux parce que B est faux ici. Parce qu'il est vrai partout sauf là. Donc, B est faux en W1 et j'ai WRW1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Nécessaire de B est faux en W.
Vu que nécessaire de A est faux en W, nécessaire de B est faux en W, donc le ou est faux. Donc, je suis bien dans un contexte où nécessaire de A ou B est vrai en W. Par contre, nécessaire de A ou nécessaire de B est faux en ce même monde. Donc, on voit bien que pour que l'application soit une tautologie, il faut absolument que la relation respecte la propriété, le fait que chaque monde relie au plus, soit relie au moins, au plus, pardon, à un monde. Donc, soit c'est from, soit. Est-ce qu'on a compris? Il n'y a pas de question, on comprend mieux à distance, c'est bizarre là. Par contre, il n'y a aucune question. Pourquoi il n'y a pas de question? Ça marche? Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut représenter un programme en cours d'exécution? Donc, l'exécution dans lequel chaque monde représente l'état du programme. Au fait, l'état du programme, oui, c'est une bonne... oui, oui, oui. L'état du programme, oui, on peut le faire, effectivement. Oui, c'est une bonne... oui, c'est un bon exemple. Dans ce cas, le temps n'est pas dense. Eh bien oui, il est dense le temps. Pourquoi? Parce que, oui, en fait, je pose la question, je dis ce qui a été fait. C'est un bon exemple. Euh, on me dit, est-ce qu'on peut représenter un programme au cours d'exécution en logique temporelle tel que chaque monde représente l'état du programme? Ça marche. Mais le problème dans ce cas, c'est le temps n'est pas dense. En fait, ça dépend. Yes, parce que ça dépend de quoi? Ben, ça dépend, par exemple, de la vitesse de ton processeur. Oui ou non? Parce que plus le processeur est rapide, plus le temps serait dense. Oui ou non? Oui, vous êtes d'accord avec moi? On peut voir cette densité. Parce qu'avant, le programme s'exécute en micro de secondes. Donc, on peut, au fait, encore réduire ce temps si on a un processeur. Par exemple, un multiprocesseur déjà, oui. Ou bien multitâche, multiprocesseur, multitâche. Là, c'est clair qu'on peut encore réduire. Hein? Yes or no? De la machine. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, le monsieur qui a posé la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? Donc, effectivement, on peut voir la densité, on peut l'interpréter différemment. Hein. Vous m'entendez maintenant, oui ou non? Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question, le monsieur qui a posé? Au fait, les instants temporels, oui, il n'y a pas de souci. Dans un instant, c'est comme les mondes, hein, donc ça change, ça évolue, oui, bien entendu. On peut, je vous ai dit, le modèle temporel, vous pouvez l'appliquer. Il n'y a pas de contrainte hein, pour appliquer les modèles temporels à ce que vous voulez. Alors, on continue. Vous ne pouvez pas trouver, non, parce que là, oui, on me dit, c'est pas que vous ne pouvez pas trouver d'instant temporel, parce que les instructions sont exécutées les unes après les autres, il y a la séquentielle. Oui, mais la densité du temps, ben, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète, d'accord. Mais on peut effectivement voir l'évolution d'un programme, l'état d'un programme.
procès. Bon, il y a aussi un truc pour la. Donc là, on est dans la logique S5. Alors, la logique du système S5, donc il y a A6, A7, A9 qui sont vrais. D'accord? Donc, le système S5. Alors, justement, quand on modélise, ça dépend. Alors, quand on est dans le système basique, c'est K. Mais après, ce système basique, on peut bien évidemment l'argumenter, enfin, lui ajouter des actions. On est dans un système Boudot. Et dans le système S5, A7, A9 sont vérifiés. Yes. Et bien sûr, la règle R6 d'inférence R6, mise à part R et R2, est vraie. R6 qui consiste à appliquer à n'importe quelle formule X, la logique modale. R6 de X fait qu'en fait, on lui applique l'opérateur de nécessité. Alors là, en fait, on essaie de montrer dans le système, en fait, c'est même le système classique, pas forcément S6, S5. On n'a pas besoin forcément de A7 et A9 pour le faire. Que si A implique B est un théorème, d'accord, alors nécessaire de A implique nécessaire de B, l'est aussi. Okay. Donc là, c'est comme il s'agit d'une implication, au fait, plutôt, voilà. 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 Donc, on va le faire également en lui associant une preuve. Pour montrer ça, qu'une formule est un théorème, alors on le fait sous forme d'une preuve. Yes. Donc, on le fait par rapport au nécessaire ou par rapport au possible dans les deux cas. Alors, on part du fait que A implique B est vrai. Donc, ça, c'est l'hypothèse. Alors, quand on a une formule, qu'est-ce qu'on avait dit? La règle R6, si je l'applique à cette hypothèse AXA, je vais appliquer l'opérateur nécessaire. Donc, si A implique B est vrai, donc R6 appliqué à XA va me faire aboutir à la formule nécessaire de A implique B. Yes or no? À partir de là, je vais utiliser l'axiome A6. On avait dit qu'une preuve, c'est une suite d'étapes, telle que chaque étape est soit un axiome, soit une connaissance, comme ici l'hypothèse, ou bien l'application d'une règle d'inférence sur les étapes précédentes. Et chaque étape d'une preuve elle-même devient au fait une tautologie. Yes? Alors, devient vrai par rapport à l'hypothèse, là, par rapport à cette hypothèse-là, bien évidemment. D'accord? Donc là, je vais en X3 faire appel à l'axiome A6. Après, je n'ai qu'à utiliser le modus ponens entre X2 et X3. Grand A qui est vrai. Après, j'ai d'une part grand A qui implique grand B. Donc, je déduis grand B, c'est-à-dire nécessaire de A implique nécessaire de B. Donc, on voit bien en appliquant la règle 6, A6 et R2, je suis arrivée au fait à démontrer que si A implique B est vrai, alors automatiquement, nécessaire de A implique nécessaire de B. Serait vrai également. De même, il s'agit également, voilà, donc de le faire la même chose avec le possible. Si A implique B est un théorème, alors possible de A implique possible de B, il l'est aussi. Kiff kiff, on démarre de l'hypothèse A implique B. D'accord. Alors, vous savez que si A implique B, c'est équivalent à non B implique non A. D'accord. Donc là, c'est une propriété liée à l'implication. D'accord. Donc, si A et B est vrai, donc je peux dire que non B implique non A. Yes. OK. Après, qu'est-ce qu'on a dit ici? Si A implique B est vrai, alors nécessaire de A implique nécessaire de B. Puisque j'ai non A implique non B, tout simplement, je exploite le résultat qui a été montré ici, en première partie. OK. Après, je vais encore refaire, donc réutiliser si A implique B est vrai, alors non B implique non A, il est aussi. Donc, je vais impliquer la négation à cette implication. Ça veut dire la négation de nécessaire de non A va impliquer la négation du nécessaire de non B. Et au fait, c'est quoi le nécessaire, le non nécessaire de non A? C'est tout simplement par définition le possible de A. Et les nécessaires, la négation du nécessaire de non B, c'est tout simplement le possible de B.
Donc, je vais arriver à prouver, en fait, plutôt, j'arrive à l'implication, non, possible de A implique possible de B. Donc, voilà, donc là, c'est juste un petit exemple, une démonstration qui fait appel à A6 et R6. Et bien sûr, comme c'est la logique modale propositionnelle, donc on hérite de toutes les propriétés donc, qu'on trouve dans la logique classique. La logique propositionnelle, bien évidemment. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour l'exercice 6? Alors, est-ce que ça va? Oui, madame, c'est clair. Eh bien, c'est bien. Donc, puisqu'il nous reste encore du temps, on va continuer le dernier cas donc, de l'exercice précédent, 5. Toujours que les tautologies sont conditionnées par les propriétés des relations d'accessibilité. Alors là, on parlait de relations confluentes. Voilà, c'était le troisième cas. Alors, qui disait quoi? Alors, qui disait que, voilà, que le possible du nécessaire de A implique le nécessaire du possible de A est une tautologie si la relation est confluente. Donc, c'est la relation toujours d'accessibilité. C'est quoi une relation confluente? Une relation confluente, c'est-à-dire que chaque fois la relation R relie un monde W à deux mondes W1 et W2, il y a un monde W3 qui relie les deux. D'accord? Donc, il existe un monde W3 qui est accessible à la fois à partir de W1 et à la fois en W2. Donc, on va procéder exactement de la même manière. On va supposer que la relation est confluente, yes, et que le possible du nécessaire de A est vrai en un monde W du possible de A est vrai dans ce même monde W. Après, on va supposer que la relation est non confluente, yes, avec un contre-exemple dans lequel le possible, le nécessaire de A est vrai en un monde W. Par contre, le nécessaire du possible de A serait faux dans ce même monde W. Donc, ça sera donc ce qui va induire que l'application serait fausse. Yes, donc ça sera un contre-exemple pour dire que la propriété du fait que la relation soit confluente est nécessaire pour que cette formule-là soit une tautologie. Donc la première partie, donc on avait dit qu'on va supposer que la relation est confluente et que possible de nécessaire de A est vrai en un monde W. On va montrer que le nécessaire du possible de A est vrai dans ce même monde. Yes. Donc si la relation est confluente et on a le possible du nécessaire de A est vrai en un monde W. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un monde WA. D'accord? Puisque c'est le possible d'une formule. Tout le monde est d'accord. C'est le possible d'une formule. Pour que le possible d'une formule soit vrai, il faut que cette formule soit vraie dans au moins un monde accessible. Yes? Comme le nécessaire du possible de A, s'il est vrai en W, ça veut dire qu'il y a un monde WA dans lequel on a, en fait, il existe un monde accessible à partir donc, de W, ou plutôt le nécessaire de A est vrai en ce même monde. D'accord? Après, pour tous les autres mondes accessibles depuis W, y compris W1. Yes. Il existera un monde qui sera accessible à partir de WJ, puisque à chaque fois qu'un monde relie deux, il y a un monde WJ qui relie les deux mondes. Voilà ce que ça veut dire les confluentes. Yes? D'accord? Donc, ça veut dire que pour tout WI accessible à partir de W, y compris le W1, il y a un monde WJ qui est accessible à la fois entre W1 et WI. Donc, ça signifie quoi? Puisque, au fait, ça va induire que A, on va déduire, que A serait vrai en WJ. Pourquoi? Parce que A, nécessaire de A est vrai en W1 et que GW RW1. D'accord? Pour que le nécessaire de A soit vrai en W1, ça suppose que tous les mondes accessibles à partir de WA, y compris ce WJ, A est vrai. D'accord? Ça marche? D'accord? Donc, donc, ça veut dire que A serait vrai en WJ. Yes? Parce que là, j'ai oublié de représenter le nécessaire de A ici. Hein?
Donc, A serait vrai en WJ. Et si je reviens en arrière, ça veut dire que ce WJ étant accessible à partir de tous les WI, il y aura un monde dans lequel A est vrai. Donc, dans tous ces mondes-là, je vais dire que possible de A serait vrai parce qu'ils ont accès à ce WJ où A est vrai. Donc, si je reviens ici, donc j'aurai le nécessaire du possible de A serait vrai en W. Donc, si la relation est confluente, si possible de nécessaire de A est vrai en un monde W, alors automatiquement, le nécessaire du possible de A serait vrai en ce même monde. Donc, voilà par rapport à la première partie. La deuxième partie, c'est dire que cette formule est une tautologie avec une relation non confluente. Donc, il suffit de trouver un contre-exemple pour montrer que la première partie de l'application serait vraie et la deuxième serait fausse. Voilà. Voilà. Donc, on suppose qu'on a, donc cette implication est vraie en tout monde, tout modèle. Dire que la relation n'est pas confluente, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe un triplet WW1, W2, c'est que GWRW1 et GWRW2, mais il n'y a aucun monde qui relie les deux. D'accord? Aucun monde qui relie les deux. Ça veut dire si je prends l'ensemble des mondes qui sont reliés à W1 et l'intersection entre W1 qui représente l'ensemble des mondes accessibles depuis le petit W1 et W2 étant l'ensemble des mondes accessibles depuis le petit W2, leur intersection est en vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun monde qui relie les deux. Voilà ce que ça signifie, d'accord, puisqu'elle n'est pas confluente. Et on va choisir justement A est vrai uniquement ici. A serait vrai uniquement dans tous les mondes, dans le grand W1, c'est-à-dire dans tous les mondes accessibles à partir de petit W1, qui n'ont aucune relation avec tous les mondes accessibles depuis W2. Yes? D'abord, on doit s'assurer que dans ce contre-exemple, que le possible de nécessaire de A est vrai. Yes? Ben, effectivement, comme A est vrai dans tous les mondes accessibles à partir de W1, le grand W1, yes, qui sont tous les futurs de ce petit W1, donc c'est clair que je peux déduire que le nécessaire de A est vrai en W1, ce petit W1. Et comme j'ai WRW1, donc j'ai un monde accessible à partir de W où le nécessaire de A est vrai, d'où le possible du nécessaire de A serait vrai en W. Donc ça marche. Maintenant, par rapport à la deuxième partie, on doit en fait, dans ce contre-exemple, voir que le nécessaire du possible de A est faux. Effectivement, qu'est-ce que je pourrais dire pour que le nécessaire de A, du possible de A soit vrai? Il faut que le possible de A soit vrai dans tous les mondes accessibles à partir de W. Si je suis en W2, je vais dire que le possible de A est faux en W2. Pourquoi? Parce qu'à partir de W2, je n'ai pas accès à aucun monde où A est vrai. D'accord? Donc, on est sûr que le possible de A est faux en W2. Comme j'ai WRW2, je vais déduire que le nécessaire de possible de A est faux en W. Donc, dans ce contre-exemple, où la relation n'est pas confluente, on a un monde W dans lequel possible du nécessaire de A est vrai et nécessaire du possible de A est faux. Donc, l'implication, elle est fausse et c'est en contradiction. Donc là, c'est pour montrer qu'effectivement, pour que cette formule soit une tautologie, il faut absolument que la relation soit confluente.